.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et on est en compagnie avec nos 4 débatteurs et vous également sur les réseaux sociaux. Installez-vous. Jean-Baptiste Moreau, bonjour. Bonjour. Ancien député, ancien agriculteur, aujourd'hui consultant indépendant. Sophie de Menteau, bonjour Sophie. Bonjour. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Alex Darmon. Bonjour Alex. Bonjour. Journaliste politique et youtubeur avec votre chaîne Les Indécis. Et Thomas Excelhauser, bonjour Thomas, délégué national Bonjour. des centristes et conseiller départemental de l'Eure. Avec vous, on va s'intéresser au cas de notre garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. À l'heure de vérité, tout à l'heure à 15h, il saura sa condamnation ou pas. L'avenir du ministre de la Justice, donc suspendu à la décision de la Cour de justice de la République. Est-ce que c'est l'heure de vérité pour lui? Peut-il rester au gouvernement en cas de condamnation? On en débat ensemble. Le Rassemblement national doit-il faire le ménage dans ses rangs, comme le dit justement Éric Dupond-Moretti, passe d'armes hier à l'Assemblée nationale entre le garde des Sceaux et la présidente du RN. Faut-il avoir peur des groupuscules d'ultra-droite? C'est ce qu'on apprend ce matin dans les colonnes du Parisien, cette note confidentielle des renseignements qui s'inquiète d'une remontée du nombre de groupuscules qui sont prêts à passer à l'action. Et puis Emmanuel Macron qui défend son cap. Mais est-ce que sa succession est surtout déjà en marche? C'est la question. Là aussi, plusieurs ministres jouent leur destin également dans la campagne présidentielle de 2027, dans les jours qui viennent. On en débat tous ensemble. Avant cela, on va commencer par vos coups de cœur et votre coup de gueule. On va revenir sur le sujet qui agite dans les terrasses de café, sur les places publiques, Thomas. C'est l'interdiction de fumer dans l'espace public. C'est l'annonce du plan anti-tabac présenté hier par le ministre de la Santé. Oui, merci. C'est la grande annonce qui a été retenue, je dirais, surtout hier. L'annonce médiatique d'étendre aux parcs, aux abords des parcs et jardins et aux plages, notamment l'interdiction. Et aux forêts. Et aux forêts. Bon, je n'avais pas retenu la forêt, mais l'interdiction de fumer. Je voudrais pousser un coup de gueule parce que je trouve qu'on commence à aller trop loin dans l'interdiction, dans une société où tout devrait être interdit. Je trouve que ça va trop loin. Comment est-ce qu'on peut appliquer une telle règle? Est-ce qu'il va falloir que les polices municipales se mettent à contrôler, à surveiller tout ce que l'État ne peut pas surveiller, ce que l'État dicte? Et je trouve que dans cette société que nous vivons, il y a un niveau de rupture de liberté qui devient de plus en plus contraignant. Et je pense que l'État français aurait mieux à faire que d'imposer des nouvelles règles de la sorte. Il y a d'autres défis à relever. Sophie, arrêtons d'emmerder les Français. Oui, alors c'est pas d'emmerder les Français, c'est justement, je rebondis sur ce coup de gueule, c'est arrêtons d'interdire de tout aux Français. Ouais. C'est extraordinaire, je interdis de circuler dans Paris pendant les Jeux Olympiques. Alors là, je vous passe déjà les interdictions qu'il peut y avoir dans tous les sens. Interdiction de fumer, je l'avais pris près des squares, les plages, les forêts. Les forêts, on peut comprendre. Interdit de consommer, extraordinaire, une campagne de pub. Il y a une campagne de pub, il y a un type qui va acheter une veste, le vendeur regarde la veste et lui dit non mais elle est très bien cette veste, faut pas acheter. Un t-shirt, ouais. Ouais. À part ça, on est en train de subventionner le secteur du prêt-à-porter qui fonctionne très mal. Interdit que les animaux maintenant fassent du bruit et des mauvaises odeurs. Il y a des gens qui veulent se plaindre et on est en train de regarder, les agriculteurs sont absolument stupéfaits parce qu'on peut porter plainte, il y a nuisance de voisinage. Interdit d'utiliser du plastique ou pratiquement parce que on est culpabilisé toute la journée. Il y a Plastalliance qui est membre du mouvement éthique que je préside et le mélange, il y a un bouquin qui est sorti, le plastic bashing, point d'interrogation. Il y a un moment où on est incapable de donner les véritables nuisances que ça peut causer. Il y a ceux qui sont recyclés, il y a ceux qui sont utilisables. Bon, interdit, là, c'est devenu interdit. Interdit pratiquement de consommer ce qu'on veut. On avait déjà les fruits et légumes, ça c'était un conseil, mais maintenant le sucre, l'alcool, n'en parlons pas évidemment. On a interdit de consommer. Limite dans les entreprises, on se demande s'il n'y aura pas l'interdiction d'aller au bureau bientôt, ou en tout cas l'interdiction de refuser les salariés qui veulent rester chez eux pour travailler en télétravail, parce que ça devient, dès qu'il y a une petite avancée, ça devient pratiquement une loi. Et ce qui est plus important, c'est que dans ces interdictions, parallèlement à ça, vous avez une société
où rien n'est interdit. On n'a pas le droit d'interdire dans la société. Vous pouvez faire ce que vous voulez, être qui vous voulez, vous appeler comme vous voulez, avoir le sexe que vous voulez, faire tout ce que vous voulez. Il n'y a plus de responsabilité individuelle. Et l'interdiction, c'est l'État qui interdit avec une société laxiste. Je trouve ça assez intéressant, cette confrontation de refuser à s'interdire à soi-même. Parce que je pense que la meilleure interdiction, c'est de s'interdire à soi-même de faire ce qui est néfaste pour les autres et la société. Qui veut réagir à ça, Jean-Baptiste? Oui, non. La lutte contre le tabagisme, en soi, on peut que partager, puisque c'est une des principales causes de mortalité aujourd'hui en France. C'est le tabagisme, et il y a aussi 75 000 morts par an. Voilà, il y a aussi le tabagisme passif. Donc, c'est normal de s'attaquer à ce fléau qui coûte à la collectivité énormément. Après, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut pas aller trop loin dans les interdictions, parce qu'en plus à terme, c'est contre-productif, parce qu'à force d'interdire tout, plus rien ne l'est vraiment. Donc, parce que, enfin, je pense pas que les policiers ont du temps à perdre à aller verbaliser quelqu'un qui est en train de fumer dans un parc. Il y a des espaces publics comme les plages, des abords d'école qui sont déjà interdits au tabac. Oui, mais ça, c'est logique. Les enfants, là où il y a la proximité des enfants, c'est le bon sens en plus. Encourage certaines plages vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des sujets environnementaux, vis-à-vis de la santé publique. Et puis mais le fait de vouloir tout interdire, tout, partout, de se dire qu'on dans des grands parcs, on va pas pouvoir... C'est punitif, en plus. Voilà, avec des amendes. Où est la limite dans l'interdiction, quoi? Puis c'est contre-productif, moi je trouve. C'est contre-productif quand vous interdisez quelque chose à quelqu'un. Vous êtes sûr qu'il va vouloir le faire derrière. Donc non. Donc c'est un mauvais angle d'attaque au nom de la santé publique. Non, mais le prix, ça a marché. L'augmentation du prix, ça a fait diminuer la consommation. On l'a vu. L'Alliance contre le tabac dit pour que ça marche vraiment, il faudrait que ce soit à 16 €. Oui, pourquoi pas 20 ou 30 ou 40, mais enfin, je veux dire, mais déjà, ce qui a été fait depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, en augmentant régulièrement le prix des cigarettes, ça a quand même dissuadé un certain nombre de personnes. Alors après, le problème, c'est que c'est ceux qui ont les moyens qui sont encore pénalisés, parce que et puis ceux les qui les ont, vaporettes, ils continuent. parce qu'on a interdit, on commence maintenant, parce que franchement, il y a eu un vrai progrès qui consistait à avoir des espèces de cigarettes sans tabac, enfin, on vapote. C'est quand même un vrai progrès. Il y a des gens qui ont... l'interdiction dans les restaurants et dans les bars aussi. Enfin, je veux dire, c'est quand même, on se souvient. Non, mais les vaporettes, c'est pas du tabac? Oui, d'accord. Ouais. Non mais c'est extraordinaire. Dès qu'il y a une petite avancée, on connaît bien Philippe Morris parce que c'est une entreprise comme une autre. Il faudrait l'interdire aussi. Ouais, non, mais parce qu'il paie des impôts des colossaux et on regarde pas une seconde. Ils essaient de faire des choses parce qu'ils savent qu'il faudra qu'ils changent de métier entre guillemets. Ils ont inventé des produits sans tabac. Ils sont en train d'essayer de faire des choses. On ne veut même pas leur parler ou les recevoir. On veut juste prendre les impôts. Mais est-ce que par exemple, quand on a interdit, vous disiez Jean-Baptiste, sur les restaurants, la loi Evin, dans les terrasses, les cafés, les discothèques, on a interdit le tabac. Est-ce qu'il y avait déjà ce genre de débat en disant on nous interdit tout à l'époque? Oui, déjà, il y avait ce genre de débat. Et aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Il y a débat parce que si vous interdisez en plein air le fait de pouvoir fumer, en fait, en gros, vous pourrez fumer que chez vous. Moi, je fume pas. J'ai jamais fumé de ma vie. Moi non plus. Et donc, je prends même pas la défense des fumeurs. Je dis simplement le fait de tout interdire. Il y aura des zones réservées aux fumeurs, comme aux États-Unis. Mais on n'est pas aux États-Unis. Ça, c'est une très bonne remarque. On n'est pas aux États-Unis, justement. On a tendance à américaniser notre société. La France, c'est pas les États-Unis. Donc, je pense même que ça ne marchera pas et que, comme je le disais tout à l'heure, vous allez interdire quelque chose à quelqu'un et puis bon, il jouera avec, c'est le cas de le dire, il jouera avec le feu et il fumera devant, enfin dans les endroits où il peut pas fumer, puis tant pis. Voilà, c'est très compliqué. Je veux dire, demain vous traversez la rue, vous pouvez vous faire écraser. On va interdire aux gens de traverser la rue. Vous comprenez ce que je veux dire? Chacun est responsable de ce qu'il fait. Mais est-ce que justement, c'est pas en posant ce débat-là, en posant des interdictions, qu'on rappelle au rôle des fumeurs qu'il y a parfois aux abords d'une école, c'est peut-être pas super judicieux de fumer. Pareil dans la voiture. Ouais, c'est pire que tout ça. Les parents qui fument avec les enfants derrière, c'est quelque chose qu'on voit plus trop, et heureusement. Donc oui, bien sûr que des interdictions, il en faut, mais à force de vouloir les généraliser, ça va finir par devenir contre-productif. Trop d'interdiction, tue l'interdiction. Voilà, c'est la conclusion de notre première partie de ce tour de table des coups de cœur et des coups de gueule de nos 4 débatteurs. On se retrouve dans un instant, juste après l'info de 11h. On aura également les pronostics hippiques de Jean-Paul Delperrier et on continue de débattre des sujets d'actualité du jour sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. .fr.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et avec vous également, si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux, vous pouvez réagir et débattre. Nos 4 débatteurs du jour: Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, aujourd'hui consultant indépendant; Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique; Alex Darmon, journaliste politique avec votre chaîne YouTube Les Indécis; et Thomas Excelhauser, délégué national des centristes, les centristes, et conseiller départemental de l'Eure. On en était au coup de cœur et au coup de gueule. On a balayé l'interdiction de fumer dans l'espace public avec cette notion d'interdiction. C'était un coup de gueule général. Jean-Baptiste, vous aviez un en même temps. Un mélange en même temps, coup de cœur et coup de gueule. Macroniste, un mélange de coup de cœur et coup de gueule sur le reportage qui a été diffusé sur M6 lundi soir par Karine Le Marchand, famille d'agriculteurs. Alors elle a fait un teasing pas possible, elle a fait quasiment toutes les émissions de télé en promotion. Et honnêtement, parler d'agriculteurs en prime time, c'est suffisamment rare pour être salué et pour saluer l'intention. Alors le problème, c'est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule. Qu'est-ce qui vous a gêné ? Il y a eu des choses bien. Il y a eu des choses bien, notamment le fait de contrer cette mythologie d'une agriculture du passé formidable que les écolos nous servent matin, midi et soir, d'un temps fantasmé où l'agriculture était fabuleuse, où il y avait des petites fermes, où tout le monde allait bien. Je peux vous dire que mon grand-père, paix à son âme, qui a disparu il y a 3 ans, il regrettait pas du tout l'agriculture des années 60 où il s'est pété le dos pendant des années avec des brouettes. Sans parler de la condition des femmes dans les fermes. Voilà, les conditions des femmes, la condition de vie de famille, je veux dire. Voilà. Donc dans ce reportage, on voyait clairement que l'agriculture des années 60, c'était loin d'être le paradis, contrairement à ce que certains politiques veulent nous vendre aujourd'hui. Donc ça, pour ça, c'était intéressant. C'était intéressant aussi d'un point de vue où ça mettait en avant un certain nombre de problématiques sur la transmission des exploitations, sur la difficulté du métier, la solitude, notamment dans le monde de l'élevage, et les problèmes économiques, les problèmes de relations. Oui, le problème de relations. Mais donc voilà, ça mettait en avant les problèmes. Le problème, c'est que ça ne mettait en avant que les problèmes finalement. Et c'était extrêmement misérabiliste. C'était extrêmement. On avait l'impression que l'agriculture, était totalement raté les virages, qu'elle était totalement en décalage avec l'air du temps. Alors oui, il y a une problématique, et notamment chez les éleveurs, de décalage entre les attentes des nouveaux entrants dans la profession, qui veulent des week-ends, qui veulent pouvoir prendre des vacances et tout ça, et les réalités du métier qui font qu'aujourd'hui l'organisation du travail fait que c'est quasi impossible, et qui sont effectivement les week-ends, les nuits, les jours fériés sur leur exploitation. Et ça, il va falloir y remédier, parce que effectivement à l'avenir, on ne trouvera plus d'agriculteurs pour s'installer dans ces conditions-là au niveau de l'élevage. C'est à eux de les trouver, les solutions aussi. Non, mais ils vont les trouver, vous inquiétez pas. Et c'est justement ça que je reproche à cette émission, c'est d'être hyper dans les clichés quand même, globalement. Alors les méchants pesticides, les méchants produits phyto, elle nous sort un chiffre 20%, plus 20% de risque d'avoir un cancer quand on est agriculteur, c'est faux. Il n'y a aucune étude scientifique. Au contraire, je l'avais sorti sur ce même plateau la semaine dernière. L'étude la plus neutre et la plus ambitieuse sur le sujet a été faite par la MSA et montre que les agriculteurs sont moins exposés au cancer que la moyenne de la population globale. Donc c'est une mythologie totale, et donc elle est rentrée dans ce débat-là, expliquer que l'avenir de l'agriculture ne passait que par l'agriculture biologique. Quand on voit les difficultés économiques aujourd'hui, parce qu'on produit trop de produits bio par rapport au marché, je veux dire, c'est les images d'Épinal. Je m'y attendais un peu, hein, quand on voit L'amour est dans le pré, la façon dont c'est traité, on a beaucoup d'images d'Épinal et de caricatures de cette profession, donc je m'y attendais un peu. Et alors c'est pour ça que je veux pas être non plus binaire, parce qu'il y a des bonnes parties dans cette émission. Il y a une expression du malaise qui est réelle, hein. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les jours, c'est la réalité. Mais après, il y a aussi des agriculteurs qui vont bien, qui innovent, qui veulent continuer leur métier, qui sont passionnés par leur boulot la plupart du temps, qui y arrivent. Aujourd'hui, il y a certaines productions qui sont en difficulté, mais il y en a d'autres qui vont plutôt bien. Économiquement, globalement, ça va plutôt mieux depuis 1 ou 2 ans que 10 ans en arrière, parce que il y a une diminution du nombre d'agriculteurs, et qui fait qu'aujourd'hui, globalement, on produit moins, on n'est plus du tout en surproduction, et donc le marché tire les prix vers le haut. Donc ça c'est plutôt bien, et ça se passe plutôt bien. Et il y a des agriculteurs qui sont motivés, qui communiquent positivement sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que une émission en prime time qui ne fait voir que les mauvais côtés, ils existent, il faut pas se les cacher, et il faut trouver des solutions. Il faut qu'on les trouve tous ensemble. Mais ne faire voir que ce qui va pas, c'est un peu frustrant pour l'agriculteur que je suis encore pour quelques mois. C'est un peu énervant, parce qu'il y a aussi des choses qui vont bien, et il faut donner envie aux futures générations de venir s'installer dans le monde agricole. Et c'est pas un reportage comme celui-là qui va le faire. Après, c'est peut-être le sens du programme, et effectivement Oui, non, mais ça fait de l'audience. La preuve, ça a super bien marché, hein. Ouais. Mais un peu trop dans les clichés,
Et s'il y a des vrais problèmes qui sont soulevés, pas trop. Il n'y a pas eu trop les solutions qui ont été montrées. On va distribuer la d'accord. parole. Et en plus- Alex l'avait demandé, Sophie, Non, pardonnez-moi. juste une question. Pour rebondir. Oui. Vas-y, Alex. Juste une question. Est-ce que vous aimez le programme L'amour est dans le pré? Non. Non mais ça, c'est lié parce que c'est la même case. Non. Et effectivement, Non, c'est un enfin, documentaire. Oh, c'est sympa. Non mais c'est une question que je pose parce que vous êtes agriculteur. Ça a une vertu, c'est pour ceux qui y participent effectivement, et de montrer ce problème de la solitude dans l'agriculture, qui est un vrai problème, et des hommes célibataires et des femmes célibataires Ouais. qui s'isolent sur Après, quand l'exploitation. on voit le nombre de courriers qu'ils reçoivent, ils sont célibataires aussi dans la vie citadine. Hein, parce que l'un cherche à retrouver l'autre. C'est vrai que c'est parfois un peu caricatural, mais après ça fait parler d'agriculture en prime time, Et il c'est faut une en émission parler. qui marche Et il faut en et tout parler. ça. Donc moi personnellement j'aime pas, mais pour l'agriculture c'est pas forcément négatif parce que, et puis il y a pas que des agriculteurs caricaturaux dans le pré, il y a des vrais chefs Regardez d'entreprise ce qu'ont fait les émissions autour des concours de cuisine en notoriété pour le métier le métier de chef. Hein, attention. Non mais Sophie. je dénigre pas. Juste J'aime un pas, mais mot, je je suis entièrement d'accord là-dessus. Et ce qui est dramatique en plus pour l'agriculture, et c'est le point en disant que les insecticides c'est pas possible, etc. Ce désir de revenir à une agriculture d'autrefois. Mais ce qui est intéressant, c'est que les agriculteurs sont en train de prendre la parole là. Oui. Je crois que c'est fini. Ils sont en train de, il va y avoir des listes européennes nature, Des ruralités, etc. Et je crois que ça y est, c'est fini. Sophie, ça a toujours été le cas. Hein. À l'époque, il y avait un mouvement politique déjà aux européennes et même un candidat à la présidentielle. Chasse, pêche, nature et Oui, tradition. oui. C'était déjà le cas. C'était plus la chasse que l'agriculture. Oui, hein, plus la chasse, mais bon. Ce que je veux dire, c'est qu'ils faisaient pas d'énormes Après, scores. pour l'instant, ils ont Ouais, toujours ils ont fait historiquement. présenter, ça, c'est certain. Sauf à faire une Non, mais c'est erreur, vrai. Jean-Baptiste. Il y avait aussi la les FNSEA, principes- le poids de ce syndicat agricole qui était quand même Les prédominant. principales dans ennemis les- de l'agriculture, ce sont et qui les l'est écolos. toujours. Mais c'est pas Le poids. c'est pas dramatique. Enfin, la FNSEA joue un rôle Non, mais je parle pas important que ce sur soit les dramatique, mais territoires. en termes de poids, de visibilité. Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il y a peu de visibilité. Alors. C'est plutôt bien que des gens comme Karine Le Marchand, qui sont hyper populaires, prennent la parole. Et je veux dire, c'est pas une attaque personnelle du tout, parce que voilà, elle a une certaine vision de l'agriculture qui est pas forcément la mienne, mais au moins elle a une vision et elle fait de l'audience et elle va sur les plateaux télé, et on la voit et elle parle d'agriculture quand elle va sur les plateaux télé. Donc ça, c'est jamais négatif. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'agriculteurs réellement en fonction, qui soient aussi invités de temps en temps pour parler de leur métier et parler positivement, un peu différemment des lieux communs et des clichés qu'on empile parfois sur l'agriculture. Il y a un besoin de pédagogie, c'est vrai. Alors, je n'ai pas vu cette émission, je ne la connaissais pas, mais il y a un besoin de pédagogie vraiment sur l'enjeu que l'agriculture représente sur notre indépendance française. J'ai écouté dernièrement le sucre français peut connaître des difficultés dans les mois, des années qui viennent. Pourtant, le sucre à l'échelle mondiale, c'est une denrée capitale. Nous avons eu des problèmes avec la betterave, etc. sur la France. Et je pense que je ne connais pas l'émission, mais tout ce qui peut servir à faire de la pédagogie, à expliquer les enjeux, ce qu'ils font, la nouvelle agriculture, l'introduction de la technologie, l'introduction, bon, je ne sais pas si vous êtes favorable ou pour, vis-à-vis de j'ai un trou de mémoire. Le glyphosate. Non, c'est pas grave, ça me revenir. Les néonicotinoïdes. Et donc, je pense que tout exercice de pédagogie, parce que on parle des agriculteurs, soit dans des moments tragiques, quand on évoque le nombre de suicides, ou au moment du salon d'agriculture, mais on ne parle pas de ce qui est devenu le métier aujourd'hui. Et avec des agriculteurs qui, en réalité, ont des paperasseries invraisemblables, sont des gestionnaires, des chefs d'entreprise, et ne sont, et malheureusement pour eux, passent parfois plus de temps au bureau que sur le tracteur, mais qui sont capitaux pour l'indépendance de la France et notre force mondiale au niveau alimentaire, énergétique. Quand on veut interdire les vaches, parce que non, mais on est en train de... Il y a le Conseil d'État qui a validé une décision en disant qu'il fallait moins de vaches. Il fallait moins de vaches parce qu'il y a bien sûr le CO2, etc. J'ai la Confédération du cuir qui nous a alertés en disant c'est la seule chose qui marche pour le luxe. S'il y a moins de vaches, il y a moins de cuir aussi. On va donc importer, parce que c'est pas pour ça qu'il y aura moins d'achats. On va importer du cuir qui sera beaucoup moins bien. On va importer de la viande. Non, mais on importe déjà de la viande. Aujourd'hui, on ne fournit que 80% du marché. Absolument. Il y a 20% du marché de la viande qui est importé Oui, mais donc, aujourd'hui tout d'un en coup, Europe. sur les vaches. Et donc là-dessus, oui, les agriculteurs sont des chefs d'entreprise. C'est un peu abordé quand même dans l'émission. Il faut rendre justice quand même. Il y a un certain nombre de volets qui sont abordés, mais ça reste trop dans le cliché, la caricature. Effectivement, l'agriculteur est un chef d'entreprise. Il innove. Il est là pour produire de l'alimentation pour les Français. Et c'est vital qu'on préserve notre agriculture et qu'on donne envie d'agriculture surtout. Pourquoi on dit la solitude? Enfin, tous les chefs d'entreprise sont seuls. Non, parce que vous vous rendez compte, non, excusez-moi, quand vous êtes au fin fond de la Creuse, au fin fond du Cantal, dans votre ferme, que vous travaillez de faut vous lever 6 très tôt. heures
du C'est matin ça, à 22h, Oui, mais ça, vous c'est pas n'avez la pas le temps de solitude. rencontrer les gens. Si, parce que pour trouver des femmes qui vont, ou des hommes qui vont accepter de vivre. Voilà, c'est ça. Il faut trouver des compagnons qui acceptent cette vie-là où on a quasiment pas de week-end et quasiment pas de vacances. Mais les temps changent aussi là-dessus. Il y a des agriculteurs qui s'organisent, qui sont en société, qui sont à 2 ou à 3 pour pouvoir répartir le temps de travail, pour pouvoir prendre des week-ends de temps en temps. Mais c'est compliqué. Dans des productions comme les céréales, c'est moins compliqué. Dans des productions comme l'élevage, notamment de vaches, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à se faire remplacer. Donc il y a ces enjeux-là à travailler dans les mois et les années qui viennent, parce que il faut donner envie d'agriculture aux nouvelles générations. C'est essentiel. Sinon, demain, on n'aura plus d'éleveurs. Et ça sera pas la peine de l'interdire. C'est qu'on en aura plus qui voudront faire ce métier-là. Donc ça sera pas la peine de l'interdire. Ça s'interdira tout seul. Et surtout, il y aura pas de... quand il faut récolter. Oui. Ouais, et en plus, il y a effectivement tout l'enjeu de l'indépendance alimentaire, oui, c'est ça, et de la gestion de l'eau qui sera le gros sujet des mois qui viennent pour le monde agricole et industriel aussi, et pour les populations, puisqu'on voit par exemple dans les Pyrénées-Orientales, ils sont toujours en position de restriction à l'eau, puisqu'il ne pleut toujours pas. Oui, alors qu'il y a des zones par contre qui sont noyées, inondées, et qui savent plus quoi faire de l'eau, voilà, et l'eau va s'en aller. Dans le nord de la France. Voilà, on va s'arrêter parce qu'on est en train de déborder, me dit-on, dans l'oreillette. Donc on va faire une petite pause et on va continuer avec le dernier coup de cœur ou coup de gueule. C'est Alex Darmon, et puis nos sujets du jour. On va s'intéresser au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui sera fixé sur son sort tout à l'heure à 15h. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je tenais à vous remercier pour votre émission parce qu'elle permet à des citoyens comme moi de pouvoir s'exprimer. Aldi.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et avec Jean-Baptiste Moreau, Sophie Menton, Alex Darmon, Thomas Excelhauser, on continue de faire nos coups de cœur et nos coups de gueule de l'actualité du jour, de ce mercredi 29 novembre. Alex Darmon, on vous a pas encore entendu au sujet de votre coup de gueule contre le porte-parole de la France Insoumise. Ouais, le président même de la France Insoumise, Manuel Bompard. Mais c'est un peu contre tous les députés, tous les élus de la France Insoumise, à part quelques-uns qui se sont mis en marge de cela. Je pense à Alexis Corbière, à Raquel Garrido et d'autres. Ces propos ce matin où une de vos consoeurs, Apolline de Malherbe sur BFM, lui pose la question de savoir si le FPLP est un mouvement terroriste, et il ne sait pas répondre. Il ne sait pas. Enfin, il ne veut pas répondre, ou il ne sait pas. Je sais pas. Il ne sait pas répondre. Il dit que les actes commis sont des actes terroristes, mais que ce n'est pas à lui de qualifier le FPLP de mouvement terroriste, comme sur votre plateau d'ailleurs Daniel Obono avait qualifié, Jean-Luc Bourdin avait qualifié le Hamas de mouvement de résistance. Lui ce matin, pareil, avec le FPLP, il ne sait pas qualifier ce mouvement clairement de mouvement de terroriste. Et c'est quand même très très grave. C'est quand même très dangereux. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? Qu'est-ce que ça dit de ce parti qui se revendique être la gauche ? Or, la gauche, il y a 10, 15 ans, 20 ans, c'était Lionel Jospin qui avait qualifié le Hezbollah de mouvement terroriste. Pourquoi ils ont peur, aujourd'hui, à la France Insoumise, de dire que le Hamas, que le FPLP, Front de Parce qu'ils veulent les votes musulmans. Ils veulent les votes musulmans. Je ne tire pas ces conclusions-là. Mais il se passe quelque chose. Vous avez raison. Et c'est peut-être une réponse. Je n'en sais rien. Une des réponses. En fait, qu'est-ce qui les empêche de prononcer ce mot-là ? Est-ce que c'est le fait qu'ils aient tué 1200 personnes le 7 octobre ? C'est pas assez ? Est-ce que c'est le fait qu'il se passe des otages, et des otages français d'ailleurs au passage, qu'il se passe des otages entre le Hamas et le FPLP, ce n'est pas terroriste ? Est-ce que c'est le fait que dans la charte même... Il y a des bébés en plus. Il y a des bébés de 10 mois. 10 mois, Kfar Bibas, la famille Bibas, le bébé il a 10 mois, il se le passe, c'est un cadeau, il se l'offre. Il s'offre des êtres humains. Ce n'est pas terroriste ça ? Est-ce que c'est le fait que dans leur charte il y a écrit qui prône la destruction d'un État, en l'occurrence l'État d'Israël, ce n'est pas terroriste ? Je ne comprends pas comment des gens qui ont été élus au suffrage universel. Et comment on les laisse dire ? C'est vrai que j'ai écouté l'interview. Ils font vraiment des contorsions, mais en même temps, Ercilla Soudé, au moment du 7 octobre, avait invité une des responsables du FPLP à intervenir à l'Assemblée nationale. Donc c'est pas tellement étonnant non plus qu'ils aient du mal à. Et justement, c'est là où un certain nombre leur ont dit, si vous êtes amis avec le FPLP, demandez la libération du petit Kéfir qui a 10 mois, puisque vous en êtes proches. Et là, maintenant, ils en sont plus proches, alors qu'ils ont passé leur temps à le défendre.
qu'ils ont même été devant l'hôtel de police où la responsable du FPLP a été conduite pour être expulsée parce qu'elle avait pas le droit d'être en France. Et on l'invite enfin, heureusement, la présidente de l'Assemblée nationale s'y était opposée et évidemment avait dit c'est pas possible qu'une responsable du FPLP d'un mouvement terroriste vienne intervenir à l'Assemblée nationale. Donc voilà. Bon, mais on ils supporte sont, tout ils à sont dans le l'Assemblée nationale. clientélisme, mais c'est hyper dangereux parce qu'en plus ils mélangent les musulmans avec les islamistes. Les islamistes, c'est pas les musulmans, c'est une toute petite partie des musulmans qui les musulmans devraient réagir plus fort. Oui, mais il y en a un certain nombre qui réagissent. On les écoute pas forcément non plus, mais voilà. Et la plupart, enfin, je veux dire, la plupart sont pas du tout proches des frères musulmans et des islamistes et condamnent effectivement les actes de terrorisme. Mais la France insoumise, comme de l'autre côté de l'échiquier, cherche à diviser la société, mettre les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, et voilà. Et c'est juste pour des buts électoralistes. C'est pitoyable et à vomir. Thomas, vous vouliez réagir? L'attitude de la France insoumise est à vomir. Depuis le 7 octobre, c'est à vomir. On a eu 40 Français franco-israéliens assassinés dans des conditions inimaginables. On a des jeunes Français dont on a attendu au bout de 3 jours savoir s'ils faisaient ou pas partie. Imaginez les familles. Des familles dont l'oncle, la tante, le frère, la mère, la sœur, la grand-mère ont été massacrés par ces barbares. Et l'attitude de LFI me donne envie de vomir. Je ne peux pas comprendre. Et les raisons électoralistes sont encore plus dégueulasses. Parce que pour conserver quelques quartiers, vote populaire, quelques postes de députés, on transgresse le minimum de décence vis-à-vis de l'ignominie. L'ignominie. Washington Post a publié un article sur les conditions de viol qui ont été perpétrées, dont on parle pas beaucoup. Mais ce qui s'est passé, mais c'est une tâche dans l'histoire du monde qui est abominable. C'est le massacre volontaire organisé, perpétré de 1200 civils, un samedi, qui n'avaient rien demandé et qui ne sont pas responsables de la colonisation en Cisjordanie, qui ne sont pas des membres du gouvernement ou de l'armée israélienne, qui sont des populations innocentes. On va, dans ce débat, tous les quatre, aussi ouvrir la page de l'actualité du jour, et notamment l'avenir politique au gouvernement de Éric Dupond-Moretti. Vous le savez, il saura cet après-midi ce que lui réserve la Cour de justice de la République, qui va rendre donc sa décision tout à l'heure à 15h. Le garde des Sceaux sera devant le Conseil des ministres tout à l'heure, enfin en tous les cas devant la Cour de justice. Il a prévu de se rendre au tribunal de Paris. Je vous rappelle que l'accusation a requis 1 an de prison avec sursis, 10 ans, disait la Cour, sa conviction que le ministre s'était rendu coupable de prise illégale d'intérêt en ouvrant en tant que ministre des enquêtes administratives visant 4 magistrats qu'il avait critiqués quand il était avocat, c'est qui avait donc déclenché cette plainte inédite des syndicats de la magistrature. Alex Darmon, vous avez suivi d'ailleurs longuement le garde des Sceaux avec un documentaire qui va bientôt sortir. Est-ce que dans ce que vous avez vu tout au long de cette histoire le déstabilise? Je vous pose cette question pour savoir si tout à l'heure à 15h, s'il est condamné, il peut éventuellement continuer à rester à son poste. Moi, dans ce que j'ai suivi avec Mathieu Marès-Savelli pendant plusieurs mois, vous l'avez dit, non, ça l'a jamais déstabilisé. Il est arrivé, c'est ce qu'on racontera dans le film, il est arrivé, le syndicat de la magistrature, l'USM, a dit que c'était une déclaration de guerre. Donc il savait où il mettait les pieds, en quelque sorte. Et oui, quand il a été nommé. Quand il a été nommé. Surtout qu'il avait dit qu'il irait jamais. Oui, mais il raconte dans le film. Ouais. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que non, ça ne l'a pas déstabilisé. Il a fait des choses, et on le montre aussi, il a fait des choses en tant que ministre. Et aujourd'hui, c'est la fin peut-être d'un premier chapitre pour lui, ou la fin tout court d'une histoire. Ça dépendra de la décision effectivement à 15h, mais ça ne l'a pas déstabilisé. En tout cas, moi, ce que j'en ai ressenti, c'est qu'il a toujours fait son boulot. D'ailleurs, il a toujours été l'un des ministres qu'on a le plus identifié ces dernières années, qui était une grande gueule du gouvernement. On le disait souvent, quand vous demandiez aux gens, aux Français lambda, de vous citer un ministre, et vous citez Darmanin et peut-être Dupond-Moretti. Donc non, je pense pas que ça allait déstabiliser, mais après, parce que la notoriété fait la qualité, c'est un problème qu'on a dans notre époque. Je n'ai pas dit ça.
Jean-Baptiste. Oui, moi c'est assez compliqué parce que j'ai beaucoup d'amitié pour Éric Dupond-Moretti, donc c'est assez compliqué de témoigner, mais globalement, d'abord il peut faire encore se pourvoir en cassation, quelle que soit la décision de justice cet après-midi. Donc il a encore un répit. Voilà, c'est pas obligatoirement. Oui, mais est-ce qu'il doit rester s'il est en cassation? C'est compliqué, bien sûr que c'est compliqué, mais enfin il va falloir à un moment s'interroger sur le fonctionnement de la Cour de justice de la République, qui est davantage devenu un tribunal politique qu'un tribunal judiciaire. C'est-à-dire que si on se fondait uniquement sur le droit, moi j'ai aucun souci, effectivement, un ministre qui est condamné sur la base du droit, il doit démissionner. Il y a pas de. Il y a deux ministres en ce moment qui sont dans le. Oui, mais c'est pas la même problématique et c'est pas les mêmes. Et là, sur la Cour de justice de la République, honnêtement, ça s'apparente bien davantage à un règlement de compte de la part d'une partie de la magistrature que d'un réel procès équitable, parce que globalement, moi, pour avoir connaître en plus la procédure dont il est accusé avait été lancée par celle qui lui a précédé, c'est-à-dire Nicole Belloubet. Donc c'est pas lui qui a lancé la procédure, il l'a continué, il l'a pas arrêté effectivement. Donc les accusations, pour moi, elles sont sans aucun fondement et ça s'approche plus d'un procès politique que d'un procès judiciaire. Alors attendez, je vais mais distribuer Sophie, Thomas et Sophie, vous réagirez, puis Alex encore. Non, je trouve que je suis très mal à l'aise devant cette affaire parce que, en effet, quand il est arrivé, le terme de déclaration de guerre a été utilisé par les syndicats. Et c'est un ministre qui, je pense, n'a pas chômé du tout. C'est un ministre aussi, qu'il faut le dire, avait, dans sa vie d'avocat et sa vie personnelle, avait été mis sur écoute de manière totalement injuste par des représentants et par des membres de la magistrature française. Et donc, tout cela pose un climat particulier. En même temps, je pense que c'est un ministre qui n'a pas chômé, qui a eu un budget en hausse. Et j'ai eu quand même le sentiment hier, lors de sa prise de parole en réponse au Front National, que c'était un peu un discours d'au revoir. Et j'ai eu le sentiment qu'il prenait cette prise de parole très forte vis-à-vis de l'extrême droite, un peu comme une dernière prise de parole avant de partir. C'est le sentiment que j'en ai eu. On va l'écouter tout à l'heure sur l'autre débat. On va continuer de parler de ce sujet. L'avenir politique d'Éric Dupond-Moretti peut-il s'arrêter aujourd'hui ou pas? Est-ce que du côté de l'Élysée, on en a envie également? On va se poser la question tous ensemble juste après la pause. On se retrouve, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous... Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Avec Thomas Excelhausser, Alex Darmon, Sophie de Menton, Jean-Baptiste Moreau, nous évoquons donc le sort politique et judiciaire du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, donc qui ira tout à l'heure à 15h écouter la décision de la Cour de justice de la République concernant donc sa mise en accusation dans une affaire de prise illégale d'intérêt. Et je rappelle qu'on a requis contre lui 1 an de prison avec sursis. Peut-il rester? On continue sur le tour de table. Thomas, tout à l'heure, vous disiez avant la pause, vous aviez l'impression que son discours hier à l'Assemblée nationale ressemblait, on va dire, à une sorte de... le sentiment que ça m'en a donné quand j'ai regardé le replay entier c'était son dernier discours. Et la réponse, c'est que c'était le dernier discours. Je pense qu'il m'a donné le sentiment d'avoir adoré d'être ministre et ce qu'il en a fait. Je pense qu'il a fait des bonnes choses. Il a essayé en tout cas. Mais va-t-il le payer le budget, vis-à-vis le budget, le nombre des greffiers aussi, les gros travail sur les greffiers qui fait qu'aujourd'hui on a un embouteillage énorme. Donc ça c'est quelque chose qu'il a mené. Sur les places de prison aussi, il a essayé d'encourager des choses que Sarkozy avait mis en place et qu'Hollande avait tout arrêté. Alors c'est sûr, c'est pas visible tout de suite. Mais son après, bilan les hausses de budget, ça oui, il les a obtenus. Il les a obtenus. Alors justement, puisque vous parlez donc de cette prise de parole d'Éric Dupond-Moretti hier à l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux qui a répondu et qui s'en est pris donc au Rassemblement national. On va écouter sa prise de parole hier où il dit au Rassemblement national: faites d'abord le ménage dans vos rangs, dit-il. On va l'écouter puis on va en débattre juste après. Vous préférez en réalité opposer la France rurale et tranquille, catholique et blanche, à la France des cités, la France des Mohamed, des Mouloud et des Rachid. Mais je pense aussi, moi, aux Français, à nos compatriotes, aux Français de préférence qui vivent dans nos quartiers, dans les cités, et qui ne méritent pas de lire sur les murs « Mort aux Arabes ». Nos frères juifs ont peur, nos frères musulmans ont peur aussi. Vos propos sont incendiaires. Faites le ménage, chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites.
Voilà, donc ça, ce sont les propos de la prise de parole du garde des Sceaux, et dans la foulée, donc la présidente du groupe Rassemblement National, Marine Le Pen, a dénoncé une réponse ordurière qui insulte des millions de Français à travers leurs élus Rassemblement National, et son intention derrière de déposer plainte contre le ministre sans expliquer pour diffamation, dit-elle. Auprès de la Cour de justice de la République. Auprès de la Cour de justice. Alors c'est n'importe quoi, Jean-Baptiste Moreau. Oui, c'est n'importe quoi. Déjà d'une, elle n'est pas propriétaire de ses voix, et donc c'est pas parce qu'il s'attaque au Front National et aux élus qu'il s'attaque aux électeurs, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, les élus ne sont pas propriétaires de leurs électeurs, donc il attaque, il dénonce le double discours permanent, et on va reprendre un terme islamiste, l'attaque qu'il y a du Front National, c'est-à-dire que de ripolliner la façade, mais dans le fond d'être toujours les mêmes. Mais ce n'est qu'une réalité. Il y a beaucoup plus aujourd'hui de gens d'extrême droite, effectivement, d'anciens du GUD, de génération identitaire et autres à proximité du Front National, que de gens réellement, on va dire, tels qu'ils veulent se présenter, calmes, gentils, et voilà, et qui veulent le bien de tout le monde. Enfin voilà, et effectivement, l'extrême droite comme l'extrême gauche vise à diviser la société. À gauche, c'est les riches contre les pauvres. À droite, c'est les étrangers contre les Français. Mais leur projet est aussi funeste pour notre République et pour notre démocratie, l'un que l'autre. Et donc, Éric Dupond-Moretti ne dit que la vérité. Et à mon avis, la procédure, elle va rapidement faire pchit. Alors, Sophie. Oui, je voulais revenir un tout petit peu parce que je voulais dire un mot sur effectivement la condamnation ou non de ce ministre qui a des qualités certaines, mais qui en même temps a un caractère qui rend les choses compliquées. On va pas, doigt d'honneur à l'Assemblée nationale. Moi, je trouve que c'est pas un exemple, quoi qu'il en soit, c'est pas un exemple terrible. Son dernier discours, c'est pour agresser. Les Français n'en peuvent plus de cette agression permanente. Donc, il a un caractère difficile, quel que soit certainement ses talents. Ensuite, la deuxième chose qui m'intéresse, moi, c'est que cette Cour de justice de la République, elle est effectivement dramatique, et je suis d'accord avec vous tous sur le fait qu'on comprend plus du tout notre justice et qu'il s'agit d'une justice politique. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce que le président de la République va dire stop? Parce que c'est bien gentil, on est en train de dire oui, non, mais on travaille sur ces sujets-là. On est en train de dire ah oui, mais ça veut rien dire, c'est un procès politique et on l'accepte. Alors, ça veut dire quoi? Et le président de la République, pour finir, s'il le garde en place, et on pourrait imaginer qu'il ait tout à fait le droit, étant donné ce qui s'est passé, c'est que les gens ne vont pas comprendre. On ne peut pas comprendre que le président de la République dise au ministre de la Justice « Restez en place alors que vous avez été condamné ». Il a été condamné. Oui. Oui, mais donc c'est juste que c'est insoluble et je ne sais pas répondre à la question. Et quant à sa déclaration, est-ce que je trouve ça malvenu parce qu'il met de l'huile sur le feu dans tous les sens. On se doute bien que le RN ne va pas dire oui merci monsieur le ministre. Donc elle est un peu obligée de dire écoutez c'est incroyable, on nous attaque, ce qui est pas faux. Parce qu'on a l'impression quand même que tous ceux qui ont voté sont un peu inclus. Donc je trouve que c'est, oui, évidemment qu'il faut qu'il y a encore un entourage que je connais pas d'ailleurs, mais vous le connaissez mieux que moi, qui il paraît est du GUD, etc. J'en sais rien. Et les gens qui ont été élus ne savent pas. Non mais c'est intéressant ce que vous dites sur le fond du propos d'Éric Dupond-Moretti, du ministre de la Justice. Sur le fond, est-ce qu'il se trompe? Je sais pas. Mais moi je vous le dis, non, encore cette année. Et c'est son droit. Marine Le Pen est une responsable politique, elle fait ce qu'elle veut. Encore cette année, Marine Le Pen déclare prendre des conseils auprès d'une société de communication créée par Monsieur Chatillon. Monsieur Chatillon, qui est-il? C'est l'ancien président du GUD. Voilà, c'est un ancien GUDard. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Qu'est-ce que c'est que le GUD pour tout le monde? Le GUD, c'est un mouvement d'extrême droite étudiant qui enfin, on parlait de ratonnade ce week-end, qui faisait des ratonnades dans le temps. Dans l'université. Voilà, à Paris si vous voulez. Bref, en tout cas, ce que je veux juste vous dire par là, sur le fond, hier sur ses propos, il ne dit pas de choses fausses. Premièrement. Deuxièmement, je trouve que sur la forme. C'est violent. Non mais attendez, c'est de la politique. C'est la politique. Mais on veut plus cette politique-là. On n'en veut plus. Vous peut-être, mais sur la forme, vous dites, il est violent, il est grande gueule. Mais enfin, Éric Dupond-Moretti, il a été choisi pour ça quand il est arrivé au ministère de la Justice. J'ai pas dit qu'on avait raison. Mais moi je vous réponds, je vous dis juste ça. Il a été choisi pour secouer un peu le cocotier, pour aller chercher de l'argent. Ce qu'il a réussi à faire, une augmentation de 40% de budget à la justice. Oui, enfin, on est énorme, endetté comme je sais pas quoi, où sont les économies. Oui, mais on va gagner de l'argent ailleurs. Quand on vous mettez de l'argent, c'est pour essayer d'accélérer les. C'était dans un état pitoyable. C'est pour aller plus vite. Il a été choisi pour ça. Il a un bilan aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti.
Il a un bilan. Oui, le ministère de la Justice qui n'avait par exemple dans les couloirs plus de photocopieurs. Donc Oui, je sais. Oui, Thomas, mais- sur Et les hôpitaux, n'en parlons pas. Mais je suis sur cette gêné place-là. vis-à-vis de l'interprétation qu'on a du Rassemblement national. L'autre jour, nous étions assis côte à côte et je disais que je trouvais normal que Marine Le Pen et les députés défilent, mais pour autant, je n'étais pas réjoui. Sophie n'était pas d'accord avec moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce d'angélisme qui est mis en place autour du Rassemblement national, autour de Marine Le Pen, une espèce de mode pour dire au final ils sont pas si mal, au final ils sont peut-être plus blancs que ce qu'on a pu dire, ils sont peut-être plus innocents. Non, mais ils ont Marine Le peut-être changé, Pen, quand même. personne ne Non, dit. non, ils ont pris des bons cours de communication. c'est Pourquoi pas les pareil. médias ne traitent pas l'information qui est que Marine Le Pen tous les mois perçoit une indemnité de la part de son mouvement politique qui se chiffre à 60 000 € par an? De quel droit est-ce qu'un parti politique peut rémunérer la présidente de sa formation politique? Elle est même plus pour présidente. Elle est plus présidente pour 60 000 € par an, de l'argent du public en plus, puisque c'est l'argent lié au financement public des partis politiques. Pourquoi personne n'en parle de ça? Et le Rassemblement national, c'est sympathique, mais on a changé au Front national un mot. C'est que Front national est devenu Rassemblement On a fait du national. ripollinage. Mais Ripollinage de façade. la base est toujours la même. Oui. Mais c'est très inquiétant ce que vous dites, parce que d'abord, je ne le savais pas. Vous m'annoncez Ben des voilà. choses. Je ne C'est sais public. pas. Et ensuite de ça, excusez-moi, je ne le sais pas. Et il y a quand même 45% des Français qui sont favorables à ça. C'est très inquiétant. Non, mais attendez, moi en fait, ce qui m'ennuie. Est-ce qu'il ne faut pas faire le distinguo entre les électeurs Oui, voilà. et les élus? oui et non, et puis hein. même, vous savez, les mots ont un sens. Hier, Marine Le Pen, et elle a le droit, encore une fois, c'est une responsable politique qui représente, et vous avez raison de le dire, 43% des Français, c'est énorme. Hier, elle a dit, on nous a insultés. Quand on insulte quelqu'un, on porte une insulte à quelqu'un. Vous avez entendu une insulte de la part parce que vous dites vous n'aimez pas cette politique et vous avez le droit. Est-ce que il a fait un bras d'honneur? Oui, il a fait un bras d'honneur. Il s'en a expliqué. C'était un geste qui était déplacé. Un bras d'honneur. C'était un bras d'honneur sur les images. Si, je vous le dis. C'est un bras d'honneur. Mais il s'en est expliqué, il s'en est justifié et ce geste n'avait rien à faire à l'Assemblée nationale. Mais hier, on parle d'insulte. Une insulte, c'est quand on insulte quelqu'un. Oui. Hier, le ministre de la Justice, pardonnez de le dire, il a simplement dénoncé le fait qu'elle soit entourée encore aujourd'hui de nazillons, de gens du GUD. C'est le cas. C'est quoi un nazillon? Et dans la même prise de Jordan parole, Bardella, C'est quoi un nazillon? qui est le président du Rassemblement national Oui. aujourd'hui, qui est quelqu'un de brillant, a été lancé par ce monsieur Chatillon dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ouvertement lui GUD. Donc non, c'est mais, un problème. non mais et puis dans la même prise de parole, il condamne de la même façon l'extrême gauche en Oui, disant c'est que vrai. l'extrême gauche veut essayer d'expliquer que tout le monde est anti-musulman heureusement. et qu'il faut que les musulmans leur seule défense c'est LFI. Enfin je veux dire, voilà, il s'attaque, il met Est-ce des qu'on coups des deux n'est pas côtés. à un degré d'hystérisation complet Oui, sur tous quand les même, sujets quand aujourd'hui? même. Mais parce que Enfin, les extrêmes, comme dit hystérisent Sophie, le les sujet. Français sont assez Oui, fatigués mais les de ce premiers à spectacle. hystériser, à opposer, c'est LFI et FN. Lui ne fait que répondre à l'hystérisation Exactement. qu'ils ont mis en place depuis une semaine autour de l'affaire de Thomas, autour de l'affaire de Mourad. Voilà, il ne fait que répondre. Mais à un moment, il faut rendre les coups à la hauteur d'où ils sont portés. On peut pas non plus regarder les avions passer et laisser les extrêmes diviser le pays comme ils le font aujourd'hui. Ça simplement, Dernièrement. il a raison. Il dit parce qu'on voit la déclaration du ministre de la Justice. Est-ce qu'on voit la question avant? Est-ce qu'on voit la question qui est adressée au ministre de la Justice? Moi, je l'ai vu. Quelle était la question? C'était sur les prénoms, sur le fait de Ah oui. de pas donner les prénoms. C'était quoi? et simplement pour vous dire, il répond à une question. C'est de la politique. Non mais quelle était la question précise? On a des auditeurs qui doivent être comme moi. Si moi je comprends pas, je me dis que les auditeurs non plus. On demandait pourquoi le gouvernement avait éventuellement caché les prénoms des auteurs présumés de Ah, la oui, Crépol. c'est une bonne de tous les- question. Voilà. Oui, c'est une bonne question. Très bonne question. C'est une procédure judiciaire. Normalement, ça doit rester logiquement. C'est jamais le cas. Mais non, logiquement, c'est dans le cadre d'une procédure judiciaire. Ils sont même pas. Je suis même pas sûr qu'ils soient tous mis en examen au jour d'aujourd'hui. Donc les prénoms n'avaient pas à sortir factuellement. D'accord. La question est assise maintenant et la question est une bonne question quand même. De toute façon, C'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est ceux qui sont en qui est charge de la intéressant. procédure. C'est pas Oui. Dupond-Moretti qui doit sortir les prénoms. C'est Enfin, un je veux dire, autre débat et le procureur est chargé de C'est pour communiquer ça que les gens n'y aussi. comprennent plus rien, franchement. Et qu'il y a un moment où, je suis désolée, et je ne suis pas du tout Front National, le Rassemblement National. Il y a un moment où... Non mais parce que quand je défends des choses... Ah si, j'ai été accusée, Non, mais etc. ça peut-être, mais vous auriez le droit. Voilà. Non mais d'accord, mais il se trouve que c'est pas le cas. Donc j'essaie d'être objective. Je trouve que quand ils sont arrivés à l'Assemblée,
ce sont les gens qui sont le mieux tenus pendant très longtemps. Oui. Très longtemps. Ensuite, je le dis en tant que patronne d'un mouvement qui s'appelle Éthique, les seuls qui demandent des renseignements sur l'économie en disant nos députés n'y connaissent rien, on leur répond, c'est le Rassemblement national, les autres savent tout. Je veux dire, j'ai été obligée de ce fait... Personne ne sait tout, mais ce qui est certain, c'est que Marine Le Pen ne bosse pas, ne fout rien depuis des années. Oui, mais ça, c'est encore... c'est encore une... Enfin bon, moi je veux bien. Allez, on vous retrouve tous les quatre. Parce que j'ai député avec elle pendant 5 ans. J'ai vu ses quantités de travail à l'Assemblée nationale. Allez, Jean-Baptiste Moreau, Sophie de Menton, Alex Darmon, Thomas Elexausseur, on vous retrouve dans un instant, juste après la pause, et on ouvre une autre question. Faut-il avoir peur de ces mouvements d'ultra-droite, un mouvement qui pourrait aboutir façon gilet jaune? C'est ce qui s'inquiète du côté du gouvernement. Il y a une note aussi qui a été diffusée et publiée ce matin par nos confrères du Parisien. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie toujours de Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur et consultant indépendant, Sophie de Menton, chef d'entreprise, président du mouvement éthique, Alex Darmon, journaliste politique avec votre chaîne Les Indécis, chaîne sur YouTube, et Thomas Elexausseur, délégué national Les Centristes et conseiller départemental de l'Eure. Alors on n'aura peut-être pas le temps dans les 10 dernières minutes qu'il nous reste d'évoquer tous les sujets. Il y a aussi cette question cette semaine, puisqu'on parlait du sort d'Éric Dupond-Moretti qui va être scellé, entre guillemets, en tous les cas une partie cet après-midi. Il y aura un nouveau feuilleton avec lequel on pourra débattre dès demain, avec ces décisions de la Cour de justice de la République, mais il y a aussi d'autres ministres qui jouent leur avenir, déjà d'une avec le ministre et surtout la succession de 2027 autour d'Emmanuel Macron. Il y a plusieurs papiers, supputations qui font que aujourd'hui on regarde dans son entourage qui pourrait prendre le lead, et notamment Bruno Le Maire, puisqu'on attend vendredi la décision de Standard & Poor's sur la notation de la France, et pour lui ça sera effectivement une heure de vérité. Et l'autre ministre, c'est Gérald Darmanin, avec la loi immigration. Va-t-il arriver à faire passer le texte 149.3? Voilà deux ministres qui sont aujourd'hui dans les radars de nos confrères journalistes politiques et observateurs politiques. Cette succession, est-ce qu'elle est déjà ouverte? Et ces deux personnages, Sophie, ces deux personnalités, est-ce que vous les voyez en successeur éventuel d'Emmanuel Macron? D'abord là, en ce moment, je ne vois personne en successeur. Et de deux, il y avait un très bon article ce matin sur le sujet où on les nomme tous. D'ailleurs, j'ai pas compris parce qu'on n'a pas nommé David Lisnard. Il n'est pas au gouvernement. Oui. Ah oui, pardon, c'est le gouvernement, c'est vrai. Donc au c'est gouvernement, dans la majorité, ou alors moi j'ai vu récemment, il a soutenu la fête des entreprises, et j'aime beaucoup Le Maire, qui est un ministre des Finances qui essaie de faire ce qu'il peut et qui essaie d'entraîner vers les économies. À ce propos, je voudrais faire une parenthèse. On va se réjouir peut-être de la note de Standard & Poor's et de Fitch, et moi évidemment que je me réjouis, sauf que je suis désespérée. Parce qu'on va avoir des autosatisfactions partout, en disant, regardez, on a une bonne note, et pof, on continue de creuser la dette. Donc c'est déjà terrible. Mais je souhaite pour la France... On est sûr d'avoir une bonne note, parce que... Oh oui, on va se débrouiller, oui, on va l'avoir. Parce que c'est compliqué, la France, machin, etc. Donc ça, c'est grave. Alors maintenant, je ne vois pas, là, Darmanin, il est à la fois insulté, on comprend pas, est-ce qu'il renvoie les gens vraiment, les autorisations de reconduite à la frontière, en même temps. Si j'ose dire, on a les mêmes problèmes dans toutes les banlieues, on ne voit pas d'avancée concrète, on ne voit pas d'avancée des prisons, etc. Donc, je vois pas. Allez, on va distribuer la parole. Jean-Baptiste, Thomas et Alex pour terminer. C'est un secret, pas pour grand monde, que je suis proche du président de la République et je le demeurerai jusqu'à la fin. S'il doit en rester qu'un, ça sera moi. Son successeur Enfin, il y pense. Aujourd'hui, il a d'autres sujets à penser que ça, je pense. Et honnêtement, c'est pas. Alors, évidemment que ça lui ferait pas forcément plaisir. Enfin, ça lui ferait pas plaisir du tout, même de céder sa place sur le perron à Marine Le Pen. Mais c'est pas à lui d'organiser sa succession, c'est aux autres de s'organiser. Et moi, j'alerte depuis longtemps le parti majoritaire que s'il se contente d'un concours de petits chevaux ou d'un concours de Miss France, à savoir qui va être le plus beau ou la plus belle pour aller affronter Marine Le Pen, c'est perdu d'avance. Il faut travailler sur le fond, sur les propositions, sur
sur la vision à court terme, moyen terme et long terme, parce que sinon ça ne marchera pas. Il n'y a pas de personnalité en 2027 à la hauteur d'Emmanuel Macron capable d'étaler Marine Le Pen sur un débat. Donc de toute façon, quel que soit le candidat, s'il n'y a pas un travail de fond et un travail collectif ensemble et pas juste une course de personnalité, c'est mort. 2027, on sait qui va gagner et ce sera pas quelqu'un de la majorité. Donc moi je les alerte depuis suffisamment longtemps, j'ai pas l'impression d'être toujours très entendu, mais si ça se contente de chacun à son écurie, on a vu ce que ça donnait, les écuries dans les partis politiques traditionnels, ça les a tous tués. C'est pas au président de faire ça un peu quand même, les grands changements. C'est pas lui donner la vision pour après 2027. Mais si, j'attends du président de la République qui est là pour 3 ans, qui me donne qu'il la donne. Mais c'est pas lui donner Thomas et Alex, à son parce que successeur. leur tourne. Je suis un peu désolé de ce débat sur le successeur. Je trouve qu'on est tellement loin de l'échéance. On a tellement de défis à relever. Tu parlais tout à l'heure des finances publiques et de la dette en France, 3 000 milliards. Il n'y a pas une semaine sans qu'on parle de bavures et de règlements de comptes dans des quartiers, dans des villes de France, Marseille, Dijon, où il y a des pauvres victimes innocentes françaises qui sont tuées par la drogue qui devient un sujet majeur dans notre pays. Je pense qu'on est, je suis un peu dégoûté de cette discussion sur les prétendants éventuels. Le rassemblement de Darmanin en août avec 100 députés, la moitié du gouvernement, Borne qui vient pour dire attends, fais attention, parle pas trop parce que moi je suis là, au final il a parlé pour rien dire ce jour-là, Darmanin. Je trouve qu'on est totalement loin et totalement déconnecté de ce qui se passe et que je pense que les gens dont on parle aujourd'hui, ce seront pas forcément ceux qui compteront le moment venu, parce que la présidentielle c'est dans 3 ans et demi, 4 ans. Oui, et ça se joue dans les 6 derniers mois peut-être. Il faut travailler sur le fond maintenant. Est-ce que c'est un prisme uniquement journalistique, j'allais dire, et moi, en tout cas, ça m'intéresse. C'est peut-être pour ça que vous dites ça. Je suis journaliste, donc moi, ça m'intéresse et je suis assez étonné que mes compères du jour ne soient pas intéressés par la question, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter et vous avez un bal des prétendants qui est assez exceptionnel pour prendre sa suite. C'est un cas inédit. Mais si ça se résume à un bal, c'est perdu. Ils ont perdu. C'est un cas inédit. Mais pourquoi je dis que c'est un bal ? C'est parce qu'en fait, Emmanuel Macron est en train de payer son arrivée un peu surprise de 2017, où il n'avait pas d'appareil politique, où il n'avait pas de parti politique. C'est pour ça que s'il ne travaille pas sur un corpus idéologique, c'est mort, parce qu'il n'y aura pas de regroupement derrière un seul candidat. Comment vous voulez que quelqu'un comme Gabriel Attal, au ministère de l'Éducation nationale, qui a une sensibilité de gauche, et qui, à mon avis, on n'en parle pas beaucoup, et on l'entend pas beaucoup parce qu'il travaille et qu'il aura ses cartes à jouer, comment vous voulez que quelqu'un comme Gabriel Attal puisse s'entendre à un moment donné sur un projet présidentiel avec quelqu'un comme Gérald Darmanin ? On l'a bien fait en 2017 et 2022, mais le problème, c'est qu'il faut travailler sur le fond. C'est Emmanuel Macron qui a été l'homme providentiel. On va pas refaire la campagne de 2017 où il s'est passé plein de choses et plein de concours de circonstances qui ont fait que Emmanuel Macron a réussi à fédérer tout le monde. Simplement pour vous dire une chose sur Bruno Le Maire. En fait, Bruno Le Maire, sa stratégie, elle est très bonne. Il est très intelligent. Ça fait, vous savez, 10 ans qu'il est ministre de l'économie, Bruno Le Maire, un peu en retrait. Il a bien géré le Covid. Vous savez, il me rappelle un peu Bernard Kouchner, le monsieur santé à l'époque, un peu le sage en retrait. C'est exactement la posture que Bruno Le Maire va se donner, le sage de l'économie un peu en retrait. Vous avez Gabriel Attal, pour répondre à votre question sur le bal des prétendants, et vous en avez un troisième, c'est Gérald Darmanin, qui là, va jouer très bon. Les sujets se tourneront vers la capacité économique, sociétale, les candidats. Sociétale, la vie quotidienne des gens, c'est ça qui les intéresse. Alors est-ce qu'un Bruno Le Maire peut avoir effectivement l'envergure d'un Gérald Darmanin sur ces sujets-là ? C'est deux personnes intelligentes, donc après moi c'est compliqué. J'aime bien les deux et je suis assez proche des deux, donc c'est compliqué pour moi de faire le tri. Mais ce que vous dites, Jean-Baptiste, c'est que la campagne se fera sur les sujets sociétaux. Oui, bien sûr, sur les sujets de vie quotidienne des Français, c'est la sécurité, le pouvoir d'achat et autres, quasiment la même campagne que 2022. Enfin bon, après on n'est pas en 2027, hein. Il faut le temps. C'est pour ça qu'il faut une vision à court terme, moyen terme et long terme, et pas avoir 3 mesurettes qui se battent en duel, parce qu'on n'arrivera pas à regrouper tous derrière le même candidat si c'est juste un concours de personnalité. Ça va éclater, effectivement. Mais Alexandre a raison, on vient d'horizons politiques très différents les uns des autres, et c'est justement pour ça que c'est d'autant plus crucial de travailler sur une vision court terme, moyen et long terme pour voir si on la partage. Parce que si déjà on la partage pas, de toute façon c'est illusoire de penser qu'il y en a un qui va prendre le dessus sur les autres et que les autres vont se ranger en rond d'oignon derrière lui. Parce qu'il y aura un devoir d'inventaire de la Macronie quand même. Évidemment, ça fera 10 ans de présidence du président Macron, donc évidemment que la succession elle est pas simple, d'autant plus si on travaille pas sur le fond. Si on se donne un storytelling, forcément on adore la politique, les Français adorent la politique et on a tous notre idée sur les uns les autres. Si on se donne un storytelling, c'est vrai qu'il y a des histoires qui sont sympathiques. Bruno Le Maire, homme de dossier, 10 ans à Bercy. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est l'effet Darmanin. Je ne comprends pas parce que je ne vois pas de bilan majeur à lui donner. Sarkozy, quand il était à Beauvau, il avait eu un bilan.
Il avait un bilan sur la sécurité routière, il avait un bilan chiffré. Et je ne vois pas de bilan pour Darmanin, et je ne vois pas cet effet. Je ne vois pas personne dans la rue me dire « Oh là là, Darmanin !» Certains avaient dit, si ce n'est la ressemblance physique avec Sarkozy, qu'est-ce qu'on peut lui trouver, quoi. Et peut-être une certaine intelligence. Après, c'est vrai qu'un Attal, moi, me surprend, et quand il était porte-parole du gouvernement, je trouvais tellement balèze de pouvoir avoir un avis, répondre, et surtout... Mais bon, à nouveau, on est dans tellement longtemps. Certains disent quoi, Bayrou, il pense encore, vous voyez où on en est, tout quoi. Le monde y pense, c'est ça qui est terrible, on terminera là-dessus. C'est ça qui est terrible, c'est que tout le monde y pense. Faire une chanson. Même Olivier Véran, il pense. Ou Clément Beaune. Même Olivier Véran, il fait la tournée des villes. Ils se rasent tous le matin. Mais si c'est un concours d'égo, c'est mort, c'est Marine Le Pen qui gagnera. Eh ben, mettez une femme, elle aura moins d'égo. Voilà, c'est ma conclusion. Je plaisante, mais c'est la conclusion de cette émission. Merci beaucoup Jean-Baptiste Moreau, Sophie de Menton, Alex Darmon et Thomas Excelosser pour ce débat aujourd'hui. Et on y reviendra 2027, c'est dans... comment Je dis c'est inquiétant parce qu'il n'y en a qu'une femme. Ah oui. Allez, on y va dans un instant avec notre info de midi, dans un instant sur Sud Radio. Et puis vous retrouvez André Berkoff. Nous on se retrouve demain 10h. Très belle journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.